Salut! Alors bon, ça faisait déjà un certain temps que j'avais pas fait de vidéo, donc là, on va commencer cette nouvelle série sur l'audio numérique. Alors je sais pas combien il y aura d'épisodes, je vais faire des épisodes plus courts que la normale, hein. Je vais faire moins de sujets d'un seul tenant. Et en fait, ça va être vraiment une série relativement longue où je vais aborder tous les domaines plus ou moins rattachés à l'audio numérique. Et ça va être en fait une approche plutôt, on va dire, pratique. Je vais essayer d'utiliser le moins de mathématiques possible, même si quelquefois on est obligé d'en utiliser parce que c'est avant tout mathématique, hein. On va aborder à peu près tous les aspects. L'audio numérique, c'est vraiment un sujet très très vaste. On passe de l'analogique, du continu, au discontinu, à la restitution, à des problèmes temporels, à des problèmes de toutes sortes. Donc c'est vraiment un sujet très vaste et il est difficile de parler sans tout mélanger. Et alors, j'ai essayé quand même de séparer tous les aspects, quitte à quelquefois les relier entre eux pour parler d'un nouvel aspect qui nécessite de reprendre plusieurs briques. Donc c'est assez difficile de faire à la fois une vue générale et une vue précise, c'est toujours le même problème. Mais bon, le but ici c'est quand même de balayer un peu tous les aspects et d'essayer d'éclaircir certains points qui sont souvent assez obscurs ou mal compris ou sont des raccourcis qu'on a oubliés. On a oublié que ce sont des raccourcis. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses à balayer. Et voilà, donc aujourd'hui, on va commencer par vraiment de la base, avec certains aspects clés que l'on retrouvera à tout moment, qu'il est important d'intégrer, même si il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à les expliciter d'une manière mathématique, d'une manière rigoureuse, totale. Le but, c'est de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Alors, je vais parler d'audio numérique, sachant que, on va dire, c'est une sous-partie de tout ce qui traite du traitement du signal au sens large. Traitement du signal, je vais dire informatique. C'est-à-dire, on va boulotter des nombres. On va les triturer, les travailler. Ces nombres ont été acquis, ils vont être restitués, ils vont être modifiés. Mais avant tout, il faut bien se rendre compte que je suis dans le domaine numérique, c'est-à-dire dans un domaine où je manipule de l'information stockée sous forme de nombres. On n'a plus cette notion de signal, on n'a plus, à la limite, on a des nombres, on va faire des choses avec, on ne sait même pas ce que ça représente a priori au départ. On ne sait pas si c'est une tension, une pression, on ne sait pas quelle grandeur de physique c'est censé avoir été acquis. On sait, à la limite, ça n'a même plus d'importance. Même certains aspects n'ont même plus d'importance du tout. Même la notion de fréquence d'échantillonnage, quelquefois, ne sert à rien, enfin n'est pas utile dans les calculs. Il y a certains aspects en fait qui disparaissent, sachant que de toute façon on pourra toujours les retrouver après. Le but, c'est justement de stocker de l'information d'une manière limitée pour essayer de décrire des phénomènes physiques continus qui, a priori, ont un contenu d'information illimité. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est une vision un peu particulière de ceux qui viennent du monde analogique, qui veulent aborder le monde discret, numérique, tout en conservant cette notion d'information. C'est quelque chose d'assez, quelquefois assez délicat, et bon, on verra. On verra que certains sujets sont utilisés massivement, mais sont difficiles quelquefois à comprendre dans la signification de départ. Néanmoins, bon, on va essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, on va faire vraiment du truc les plus, on va dire, primitifs, même si c'est pas forcément les plus simples. Et on va commencer par ça, et c'est vraiment important de vraiment bien les intégrer. Ok. Alors, donc comme la première chose, c'est vraiment que je reprends, c'est cette notion de signaux numériques. Un signal numérique, ce ne sont que des nombres qui sont stockés. Il n'y a pas de notion a priori de ce qu'on a mesuré en soi. On va faire du traitement purement mathématique dessus. Lorsqu'on est là-dedans, on a oublié les problèmes qu'on a eu pour les acquérir. Des problèmes d'acquisition dans le domaine temporel, la précision de la mesure, etc. À la limite, ça, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions, mais lorsqu'on va faire le calcul, a priori, on ne va même pas en tenir compte. On ne sait même pas quels vont être ces problèmes, ces trucs imprécis. Parce que ce n'est pas le sujet.
lorsqu'on manipule des nombres, on manipule des nombres, point barre. Ça a des valeurs, ça a probablement une précision, mais la précision de ces nombres peut être arbitraire, on peut travailler sur des trucs très étendus, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas vraiment limité à ce niveau-là, mais en fait on travaille sur un nombre fini de nombres qui représentent une information. Et tout l'art étant de pouvoir définir des phénomènes complexes sous la forme d'un nombre limité de nombres en minimisant en fait les pertes et la détérioration qu'il pourrait en tirer. Et même quelquefois, il y a des cas où il n'y a pas de perte ni de détérioration théorique. Donc c'est important de voir. Alors, ici, dans ces séries-là, je vais parler d'audio numérique. Donc, en fait, je vais parler des 3 étapes. On a, dans le domaine analogique, on a des signaux analogiques. On va passer dans le monde digital ou numérique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des nombres. Ici, on va faire une acquisition. Donc, il y a tout un monde attaché à cette opération-là qui n'est pas un traitement du signal en soi, c'est un moyen d'obtenir les nombres. Donc, ça fait partie de l'audio numérique parce que cette partie-là est la passerelle entre les deux. Alors, il y a évidemment une passerelle pratique, donc des composants qui servent à faire des acquisitions et les transformer en nombres, mais mathématiquement aussi, il y a des opérations qui correspondent aussi à cette manière de faire. Alors il y a tout le boulotage numérique, stockage, traitement, etc. Là on travaille avec des nombres. Et après, évidemment, on en fait quelque chose. On ne les stocke pas juste pour faire joli. Hein. À la fin, en fait, on va les restituer. Dans le cas d'une audio numérique, c'est les jouets dans l'ampli, les couteaux casque, enfin bon, ouais, quelque chose comme ça. Et là, on fait une restitution, on retombe dans le monde analogique. Et là aussi, c'est une autre opération que l'on va étudier, qui est la passerelle de sortie. Et pareil, mathématiquement, il y a des outils qui servent aussi, purement conceptuellement, dans la théorie, qui permettent aussi de passer dans ce monde-là. Alors, la différence entre les objets mathématiques qui servent à passer ici et les objets pratiques, les appareils qui servent à le faire, c'est que les objets mathématiques sont des idéaux, et ces choses-là sont entachées de défauts. Des défauts que l'on peut évaluer, que l'on peut corriger, ou que l'on peut contourner, mais il faut les connaître. Et ça, bon, il y aura des épisodes dédiés à l'acquisition, la restitution. Aujourd'hui, on balaye un peu les concepts généraux que l'on va manipuler. Ils sont universels, c'est pas lié en soi à l'audio numérique, ça fonctionne aussi dans tout ce qui est acquisition numérique haute fréquence, où là on a encore d'autres choses qui déboulent. Qu'en audio numérique, on manipule pas comme des modulations particulières, des mixages, des translations fréquences, des modules, enfin tous ces systèmes que l'on rencontre en HF. On les rencontre très rarement en audio, à part le décodeur Canal+ de l'époque, hein, avec la porteuse qui retournait le spectre audio. Par ça, il n'y a pas assez rare qu'on utilise ce style de manipulation en audio numérique. Mais bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais j'en parlerai relativement peu, peut-être comme ça pour illustrer quelques trucs, mais c'est rarement utilisé en audio numérique dans le contexte reproduction musicale ou des trucs comme ça. Ok. Alors, les bases que je vais voir aujourd'hui, je vais faire à la fois vite, mais il est important quand même de les choper. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille en audio numérique, on travaille dans 2 domaines qui sont... Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. On utilise l'un ou l'autre selon le côté pratique de l'opération qu'on a à faire. Le premier domaine, c'est le domaine temporel, c'est-à-dire qu'on travaille sur des choses qui sont graduées en temps. Et l'autre domaine, c'est le domaine fréquentiel. C'est-à-dire que ce que j'appelle le spectre fréquentiel ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille en Hertz, on travaille avec les contributions en fréquence d'un signal ou des trucs comme ça. Ce sont 2 mondes, et entre les deux, il y a des passerelles qui sont totales, c'est-à-dire qui n'induisent pas de perte, c'est-à-dire que vraiment, on utilise l'un ou l'autre selon le côté avantageux à un instant donné. En pratique, en audio numérique, on travaille dans le domaine temporel. C'est-à-dire que l'acquisition se fait en domaine temporel, la restitution se fait dans le domaine temporel, le calcul
en majorité se fait sur des échantillons temporels, c'est-à-dire des échantillons qui arrivent à la queue leu-leu, ce qu'on appelle un stream, c'est-à-dire un flux de données qui arrivent dans le domaine temporel. Il peut arriver qu'on fasse des traitements en continu dans le domaine fréquentiel, mais ce sont soit pour des aspects d'optimisation de temps, c'est-à-dire faire des gros filtres ou travailler dans le domaine temporel, elle serait trop long et induirait beaucoup trop de retard, ce qu'on appelle de la latence. Et dans ce cas, on peut passer dans le domaine fréquentiel et revenir dans le domaine temporel pour faire la restitution à la fin. Ou certains traitements bizarroïdes comme rallonger un échantillon, ralentir une bande sonore tout en conservant la hauteur. Ou monter ou descendre des fréquences tout en gardant la durée. Autotune fonctionne sur ce genre de système, fonctionne dans le domaine fréquentiel. Parce que là, on joue sur les fréquences même du signal en soi. Donc évidemment, on fait des opérations glissantes ou des choses comme ça pour pouvoir faire... Mais les concepts en eux-mêmes sont relativement simples. Mais il est souvent en audio, en hi-fi, on travaille dans le domaine temporel. Souvent. Alors bien sûr, le passage de l'un à l'autre, ce sont les transformés de Fourier en général. Il peut y avoir des variantes, il peut y avoir des calculs qui sont sur des généralisations de la transformée de Fourier. Laplace, c'est plus rare. Ça peut être des transformés en ondelettes, qui sont une variante. C'est-à-dire que les... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais... Donc les transformés en ondelettes, c'est plus une exponentielle en sinusoïde qui sert d'opérateur d'analyse, mais ce sont ça s'appelle des chirps, c'est-à-dire des espèces d'impulsions avec plusieurs ondulations, et c'est ça qu'on cherche à retrouver dans le signal. Mais bon, qu'importe. Mais ce sont des transformations qui sont toutes basées sur exactement la même logique. On analyse une fonction avec une autre, etc. Puis on revient. Donc ça, ce sont des opérateurs massivement utilisés. La transformée de Fourier rapide est massivement utilisée pour pouvoir faire des choses. On travaille souvent dans le domaine fréquentiel pour préparer le terrain. Avant de travailler le signal lui-même, mais pour préparer les opérateurs ou les fonctions que l'on va appliquer. Souvent, on les évalue dans le domaine fréquentiel. Des filtrages ou des choses comme ça sont évalués dans le domaine fréquentiel. Et après, on passe, via les transformés de Fourier, à l'opérateur temporel qu'on va appliquer sur le signal qui va débouler. Alors, comme on a vu, on travaille sur des signaux numériques qui ne sont que des nombres. Donc ces nombres-là, ils représentent simplement un signal analogique dont on a pris une valeur à un instant précis. Et c'est tout. Mathématiquement parlant, il y a un opérateur qui sert à ça. C'est ce qu'on appelle l'impulsion de Dirac, l'opérateur de Dirac, ou l'impulsion de Dirac. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors mathématiquement parlant, c'est une fonction, on note souvent delta de t. Oh, c'est une fonction toute simple. Elle vaut 0. Jusqu'à ça, sauf à t égale 0, elle vaut l'infini. Alors ça, bon, ça embouche un coin, ce truc. On en a déjà entendu parler, je suis sûr que pas mal de gens ont déjà entendu parler de l'impulsion de Dirac, comme ça. Mais alors défini comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je ne donne pas une définition suffisante, parce que à t égale 0, ça vaut l'infini. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? En gros, si je la trace, si je la trace comme ça, en fait, ça vaut 0. Et puis, à ce truc-là, ça vaut l'infini. Et après, ça vaut 0. Ça vaut l'infini, mais en un seul point, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, en fait, il y a une chose que je ne dis pas, et je vais le dire après en passant par une analogie. Pour comprendre pourquoi il y a cet infini et qu'est-ce que c'est. Imaginons que l'on veuille mesurer la courbe de réponse d'un haut-parleur. Alors, il y a une technique qui est la technique impulsionnelle. En fait, si on veut mesurer la courbe de réponse d'un haut-parleur, il est très facile en théorie de la mesurer en envoyant une impulsion très courte dedans. Quand on envoie une impulsion très courte, c'est-à-dire vraiment une impulsion, c'est-à-dire que j'ai un générateur qui envoie un signal extrêmement court d'une certaine valeur et qui revient tout de suite. Alors, en pratique, c'est une largeur L. Donc si j'envoie une impulsion dans le haut-parleur, en sortie, si je mesure avec un micro, je vais avoir en fait quelque chose qui va valoir peut-être un truc comme ça. Alors on verra plus tard dans d'autres épisodes, c'est ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse à une impulsion. Bon. Et cette réponse-là, on peut très facilement extraire la courbe de réponse. C'est une des opérations de base en traitement du signal. Mais le problème, c'est que
pour être le plus proche possible de la vraie réponse impulsionnelle, mon impulsion de mesure doit être vraiment la plus courte possible. Le problème, c'est que j'envoie une impulsion de 10 millisecondes. Je vais envoyer de l'énergie dans le haut-parleur. Certaines formes d'énergie qui dépendent de l'amplitude de ce que j'ai. J'envoie une impulsion de 1 milliseconde. En fait, je vais avoir quelque chose qui se rapprochera le plus de la réponse impulsionnelle, mais alors elle sera beaucoup plus petite. Parce qu'en fait, l'énergie envoyée dans le haut-parleur va être beaucoup plus faible. Le niveau que je vais mesurer va être de plus en plus faible. Plus mon impulsion va être faible, plus la réponse impulsionnelle sera juste, plus elle sera petite. Parce que j'envoie rien. J'envoie vraiment des clopinettes dans le haut-parleur et je vais entendre de moins en moins. C'est-à-dire c'est de plus en plus noyé dans le bruit, mais jusqu'à un moment où je ne vais même plus pouvoir mesurer le signal. Le seul moyen de compenser cette perte, c'est d'augmenter l'amplitude de l'impulsion, pour pouvoir compenser le fait qu'elle est étroite. Simplement, c'est lié, en fait, si on revoit les vidéos que j'ai fait sur la notion de puissance énergie, tout ça, c'est lié en fait à l'énergie que j'envoie au haut-parleur. Plus l'impulsion est étroite, plus l'énergie, qui n'est en fait que l'intégrale, si ici j'ai une tension que j'envoie de haut-parleur, avec sa résistance inter, etc., j'envoie de l'énergie. Et plus j'ai être étroit, plus l'énergie envoyée va être faible, plus ça va être difficile de mesurer. Et pour compenser ces trucs, je vais être obligé d'augmenter la hauteur, pour conserver l'énergie, pour avoir une énergie suffisante. Mais l'impulsion de Dirac, c'est ça, porté à la limite. Je suis obligé de monter à l'infini pour pouvoir avoir quelque chose d'utilisable. Cette notion d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, en fait, l'énergie que j'ai envoyée, qui est en fait ce que j'ai envoyé au haut-parleur pour pouvoir faire la mesure, énergie que je vais récupérer ici, il ne faut pas l'oublier que c'est de l'énergie que je récupère par mesure, eh bien, l'impulsion de Dirac, c'est l'impulsion idéale, mais je suis obligé de l'amener à l'infini pour conserver cette notion d'énergie, pour pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que pour conserver une valeur dedans. Donc là, il y a cette notion d'intégration. Et donc, je reviens à mon impulsion de Dirac, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que non seulement j'ai ça, mais j'ai aussi l'intégrale de cette impulsion, entre moins l'infini et plus l'infini, elle vaut 1. C'est-à-dire elle est infiniment étroite, mais elle va vers l'infini. Mais son intégrale vaut 1. C'est une impulsion unitaire. Et en fait, cette intégrale, elle vaut l'intégrale entre 0 et 0 de l'infini dt. Égale 1. C'est un 0 fois l'infini. Bon, c'est un opérateur ambigu avec une singularité. Enfin bon. Mais l'idée, c'est exactement comme le principe du haut-parleur où je suis obligé de monter l'amplitude parce que je réduis la largeur de l'impulsion pour avoir quelque chose en sortie. Alors, on voit que quand même, bon, j'ai cette impulsion de Dirac, que je suis obligé de mettre à l'infini pour qu'elle contienne, je mets ça entre guillemets, pour qu'elle contienne quelque chose. Maintenant, on utilise rarement le Dirac comme ça, on l'utilise sous la forme delta t moins une valeur, t moins tau. C'est simplement la même, sauf que l'impulsion que l'on nomme avec une flèche qui vaut 1, mais cette flèche correspond à l'intégrale. Et là, je suis à tau. Voilà. Bon, ça c'est la version décalée. Ça vaut 0 partout. Ça vaut l'infini ici, telle sorte que l'intégrale vaut 1, et ça vaut 0. Alors je dis 1 avec la flèche, c'est l'intégrale, c'est vraiment le contenu de cette impulsion. Ce n'est pas la hauteur de l'impulsion, c'est son contenu. Donc, imaginons maintenant, bon, j'ai ce signal, maintenant j'ai un générateur qui me fournit des Dirac, donc des impulsions de tension infinie, mais de temps infiniment court, et qui me le fait par, on va dire, d'une manière régulière, et qui me l'envoie. Et à ces moments-là, j'ai un signal analogique, et je multiplie les deux. Vraiment dans le domaine temporel, je multiplie les deux. Et en fait, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai un signal qui vaut 0, il vaut l'impulsion fois la tension, ici. Donc je me retrouve avec une intégrale qui vaut la valeur V. Alors c'est pour ça que là je vais dessiner des flèches, donc la hauteur va être variable. Mais encore une fois, c'est l'intégrale, parce que là je vais multiplier par une constante, quelque chose qui va être à l'infini, mais l'intégrale va être modulée par la hauteur. Donc en fait, je symbolise ça par des flèches. Ça va toujours à l'infini, mais l'intégrale, elle va valoir la valeur de la courbe en ces instants-là. Et ça vaut 0 entre-temps. Et bien là, j'ai en fait un signal qui est discrétisé d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça ne vaut rien, il n'y a pas d'énergie entre les trucs. Par contre, j'ai la valeur de la fonction en ces points-là. Et l'intégrale de ces trucs-là correspond à la valeur que j'ai acquis
du signal. Donc à l'intégrale près, ces pics-là représentent le signal qui est haché. C'est la fonction de hachage mathématique qui correspond à l'acquisition. C'est la passerelle mathématique qui permet de passer dans le domaine discret. Voilà. C'est cet opérateur-là. Alors c'est un opérateur qui paraît bizarre comme ça, mais il s'intègre très bien, parce qu'il était fait pour ça. Et lorsqu'on le met dans les transformés de Fourier et tout comme ça, il disparaît, et l'intégrale disparaît, on se retrouve avec des sommes de points, des choses comme ça. On verra ça plus tard, mais c'est vraiment un opérateur qui simplifie énormément le principe de l'acquisition, et à la fin on se retrouve avec des valeurs qui correspondent à ces hauteurs de flèche, qui correspondent à l'intégrale de chacune sur sa largeur de taille nulle. Mais bon. Donc cette impulsion de Dirac, c'est vraiment un opérateur, c'est un opérateur purement mathématique qui est extrêmement utilisé. Donc cet opérateur Dirac correspond à discrétisation au sens mathématique. Donc on voit bien que c'est, lorsqu'on va boulotter des trucs avec du calcul, on verra que cet opérateur, il apparaît d'une manière, on va dire, sous-entendue à chaque échantillon qu'on manipule. Derrière, il y a eu un opérateur de Dirac appliqué une fonction, appliqué un signal. C'est voilà. Donc c'est la partie, on va dire, la passerelle mathématique. La passerelle physique, ça va être un convertisseur analogique numérique, un ADC ou un CAN ou en français. C'est un appareil qui est censé simuler cet opérateur mathématique. Sauf qu'il n'est pas parfait, il n'a pas une épaisseur ultra fine, etc. Voilà. Alors, on voit bien que l'opérateur mathématique, il met 0 entre les échantillons et il met cette impulsion à chaque fois. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est l'intégrale. L'intégrale, c'est elle qui... cette notion d'intégrale dans le traitement du signal, bon, elle paraît un peu gênante pour des gens qui se demandent... Mais en fait, faut pas s'inquiéter avec ça. Faut pas trop psychoter sur le fait qu'il y ait des intégrales. Ça veut simplement dire il y a une notion d'énergie, une notion d'existence d'un signal. On peut prendre ça comme ça. On va pas se prendre la tête là-dessus. On va voir que en fait ça n'apparaît même pas. Mais disons que derrière, c'est inclus dans la définition. Bon. On verra que cette notion d'intégrale permet de passer des transformés de Fourier continus avec des intégrales en des transformés de Fourier discrètes avec des sommes. Et c'est grâce à cet opérateur qu'on peut convertir ces intégrales qui sont difficiles à manipuler en sommes qui ne sont que des sommes de points. C'est grâce à lui que c'est possible. C'est grâce à lui que l'on peut faire ça. On verra lorsqu'on manipulera ça, on verra pourquoi. Néanmoins, cette chose est extrêmement importante. Alors, ça vous pose la question, c'est une question bizarre, mais en fait elle est vraiment importante. Qu'est-ce qu'il y a entre les échantillons? On a fait une acquisition. Donc, mathématiquement, c'est l'application d'une impulsion de Dirac, mais en pratique, ça va être un convertisseur analogique numérique qui va nous pondre une succession de valeurs, hein, V1, V2, V3, V4, à un temps NT1, N plus 1 T1, enfin N plus 1 T, N plus 2 T, voilà, ça vient de là, puis ça continue, à des temps donnés. Ici, c'est des temps discrets, espacés, d'une valeur de t. Bon, alors, en signaux numériques, on a l'habitude d'utiliser des mesures régulières. Mais il n'y a rien qui force à ce que ce soit comme ça. C'est comme ça parce que ça simplifie les calculs. Mais il existe des algorithmes, il existe des techniques qui peuvent ne pas forcer à ce que l'échantillonnage soit régulier. Ça peut être des échantillonnages aléatoires, des échantillonnages qui varient dans le temps, des choses comme ça. Ça peut être tout à fait... il y a des algorithmes pour ça. Il y a des formes de transformés de Fourier, enfin qui ne sont pas des transformés de Fourier, mais qui ont le même but, qui fonctionnent sur des trucs qui ne sont pas échantillonnés régulièrement. Ce sont des techniques qui peuvent être utilisées lorsqu'on a des mesures disparates dans le temps, pour des raisons X ou Y, mais on veut avoir des indications sur le signal. Bon. Alors, une fois qu'on a ce lot de mesures qu'on a acquis par un convertisseur numérique analogique numérique, on se dit, mais ok, j'ai ces valeurs-là, mais qu'est-ce qu'il y a entre? Parce que on a un signal analogique qui est arrivé, et on a pris des valeurs comme ça, mais ok, maintenant j'ai ces valeurs-là, mais une fois stockées, ce qu'il y avait entre, c'est devenu quoi? C'est où? C'est comment? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans le monde numérique, qu'on a les nombres, il n'y a plus de valeurs intermédiaires. Elles n'existent pas. Elles sont indéfinies ou
on pourrait le dire autrement, elles sont n'importe quoi. On ne sait pas. Et en fait, en pratique, elles peuvent être, il y a une infinité de valeurs possibles entre les points. Donc on préfère dire, on ne sait pas, a priori. Mais, il y a des cas particuliers. Des cas particuliers qui nécessitent d'avoir un prérequis avant d'avoir ces nombres-là. Je veux dire par là, c'est que si on m'a donné un flux de nombres, avec éventuellement le temps de la fréquence d'échantillonnage, en fait ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, c'est combien de fois on a pris les valeurs par seconde quand elles sont régulières. Si on me dit que ça, je ne peux rien dire à ce qui se passe entre les échantillons. Par contre, si on me donne certaines informations, je peux dire ce qu'il y a eu entre, ou ce qu'il n'y a pas, ou je peux en dire beaucoup plus. Et c'est ce qu'on va regarder, ce sont des cas particuliers, ce sont on va dire, des informations qu'on va donner en plus des échantillons, qui vont nous dire beaucoup de choses, voire complètement décrire le signal analogique de départ. Je vais donner quelques cas particuliers. On va imaginer, en fait, ce que je vais donner, ce sont ce qu'on appelle l'échantillonnage d'ordre 0, d'ordre 1, et les échantillonnages avec une bande passante réduite. Alors, le premier cas, c'est ce que j'appelle l'échantillonnage d'ordre 0, c'est-à-dire, je dis, le signal analogique, c'était un signal analogique continu composé de raies de Dirac. C'est-à-dire que mon signal analogique que j'ai mesuré, c'est ça. C'est-à-dire des impulsions, et que mon signal d'origine, c'était quelque chose qui valait 0, avec des impulsions. Pile poil au moment où j'ai fait l'acquisition, coup de bol, il y avait des impulsions qui me donnaient, qui étaient infinies, de telle sorte que en fait, j'ai pu mesurer en fait, la hauteur de la flèche. C'est-à-dire que j'ai pu les intégrer, etc. Bon, en pratique, c'est vrai que... on se demande qu'est-ce que ça fout là. On verra que dans certains cas, on utilise ça. Quand on fait par exemple du suréchantillonnage. C'est pour ça que je le montre, parce que c'est un cas particulier qui est utilisé. Alors donc, on est dans le domaine analogique, continu, et on a fait une acquisition de gros coups de bol, on est vraiment trop fort, on a fait des acquisitions à ces endroits-là. Alors ce signal-là, si on me dit que c'était ça, je sais beaucoup de choses, je sais tout sur ce signal. Et je sais que, en fait, pour la restitution, je sais la tête qu'il va avoir. Parce que je sais que ça va être ça. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial ce signal? Ben, ce signal-là, si je travaille en fréquence, alors ici, il y a la fréquence d'échantillonnage, hein, delta t, on va dire, ce qui correspond à 1 sur f. Ici, ce signal, il est vraiment bizarre. C'est que, en fait, si je regarde en fréquence de ce signal analogique que j'ai acquis, et dont les signaux numériques me définissent complètement, parce que je sais qu'il est comme ça, hein, et bien en fait, ce signal, il a une particularité vraiment marrante, c'est que, en fait, on voit que le signal qu'il est censé en fait reproduire, qui est quelque chose qui est un spectre en fréquence, qui s'arrête à la fréquence sur 2, on verra pourquoi après. Et en fait, ce truc-là, il est répété, symétrisé, et répété, 3f sur 2, f, 5f sur 2, 2f. En fait, le spectre en fréquence de ça, c'est l'espèce de signal qui est censé passer par les bouts là, répété, symétrisé à l'infini. En fait, il y a besoin d'aller à l'infini pour faire ces impulsions infiniment étroites et avoir le zéro ici. En fait, le spectre de ça et ça sont parfaitement définis. Mais il est bizarre parce que c'est un spectre infini. Et voilà, donc ça, c'est un cas particulier. Alors on s'en sert pour faire du suréchantillonnage, on verra pourquoi. Mais nous, faire du suréchantillonnage, c'est en fait rajouter des échantillons et augmenter la fréquence d'échantillonnage. On verra qu'en fait, on fait ça, on met des échantillons à zéro, on a un truc comme ça, on enlève certaines parties, on retrouve le signal. On va voir après. On verra plus tard dans les autres épisodes. Mais là, je donne des cas particuliers de signaux analogiques qui ont la même suite de nombres, mais qui sont différents.
Je donne 3 cas particuliers de l'infinité de signaux possibles qui peuvent passer par ces points-là. Ici, j'ai dit que c'est le signal constitué de Dirac. Deuxième cas particulier, c'est ce qu'on appelle le signal d'ordre 1, c'est-à-dire en fait c'est le signal où on a maintenu la valeur entre des échantillons. Par exemple, le premier échantillon c'est là, ensuite c'est le deuxième, il est là, on les maintient. En fait, on a un signal comme ça. Alors déjà, ça ressemble plus à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a acquis les valeurs là, là, là et là, et on dit qu'en fait, c'est un signal maintenu d'ordre 1, c'est-à-dire que en fait, le signal d'origine, c'était un signal dont on a maintenu la valeur, et dont on a acquis la valeur pendant qu'il était maintenu. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quelque chose de comme ça, on a quelque chose qui est comme ça. Ça ressemble plus à quelque chose qu'on connaît. Hein. Et en fait, les convertisseurs analogiques numériques font ça. Ils maintiennent la tension pour pouvoir la mesurer. Parce que sinon, s'il faut un certain temps pour mesurer, si la tension varie, on va avoir quelque chose qui n'est pas très précis. Alors, il y a cette notion de maintenir la tension. Alors ça, c'est un autre signal. Et ce signal-là, il a vraiment une particularité, c'est qu'il est composé d'escaliers, de zones plates. Et dans ce truc-là, il va se passer quelque chose. C'est qu'on va retrouver toujours ce signal là qui passerait par les points d'acquisition, hein, qui est un spectre. Hein. Mais en fait, le fait d'avoir mis des carrés comme ça, en fait, ce spectre, il est répété, mais en plus, il y a une fonction qui déboule. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai spectre, c'est ce spectre-là multiplié par la fonction, donc il va être légèrement atténué ici. Ok, il va être légèrement atténué. Il va être répété, mais atténué aussi, encore. Et après, il va être répété. Ça va être la même chose que ça, sauf que ça va être multiplié par une courbe qui est comme ça. Et cette courbe qui est comme ça, c'est quelque chose qu'on voit débouler partout dans le signal numérique. C'est ce qu'on appelle le sinus x sur x. Ce sinus x sur x, ou sinus cardinal, c'est quelque chose que... Alors c'est une courbe, comme ça, hein, c'est une courbe qui vaut 1 et puis qui vaut comme ça. Et en fait, c'est un sinus dont l'amplitude est en 1 sur x. Enfin, tend vers 1 sur x, sauf ici, il faut se méfier que ici on a un sinus, c'est un 0 sur 0, ça vaut 1. C'est un cas limite, mais bon. En fait, c'est une sinus qui est modulée en inverse. Eh bien, ce sinus x sur x, on va le voir partout débouler, à partir du moment où on se retrouve avec des trucs avec des rectangles. Le sinus x sur x, c'est en fait la transformée de Fourier de la fonction rectangulaire. Ici, j'ai des rectangles, et ici, on va la retrouver dans le spectre. Et réciproquement, alors là, je fais une incartade, si j'ai un spectre d'un filtre parfait, donc il y a une réponse rectangulaire, la réponse impulsionnelle, si je passe dans le domaine temporel, ce sera un filtre en sinus x sur x. Ce sinus x sur x, il déboule parce que dans un domaine, que ce soit la fréquence ou le temps, il y a quelque chose de rectangulaire qui déboule. Et paf, de l'autre côté, on retrouve ce sinus x sur x. Et là, on le retrouve ici comme modulateur de cette répétition de spectre qui est en fait la caractéristique de ça. Alors là, les spectres se répètent à la même amplitude jusqu'à l'infini pour faire vraiment ces impulsions ultra étroites et le zéro. Ici, les spectres vont jusqu'à l'infini, mais ils sont atténués parce qu'il n'y a juste que ces petits sauts à faire, qui est moins brutal que ça. Alors, il existe un troisième cas, le cas en fait qui nous intéresse nous, c'est le cas du signal, parce que ça, on voit bien que ce n'est pas le signal qu'on veut restituer en pratique. C'est pas ça qu'on a acquis. Ça, ce sont des cas bizarres, on a dit c'est ça ou ça. Mais le troisième cas, c'est celui qui nous intéresse. C'est le cas où le signal a le contenu fréquentiel le plus petit possible. C'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on fait des acquisitions des signaux, qu'on suppose constante hein, dans ce cas-là, s'il n'était pas constant, ce serait beaucoup plus complexe. Mais disons que là, il est constant. Si le signal a un contenu fréquentiel inférieur à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, ben, ce signal, il est complètement défini par les échantillons. C'est ce qu'on appelle le théorème de Shannon. C'est-à-dire que si j'ai un signal qui a été filtré d'une manière ou d'une autre avant d'être acquis et dont le contenu fréquentiel est inférieur à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, on est certain, si l'acquisition est parfaite, que les échantillons, c'est-à-dire les nombres qu'on a stockés, n'a induit aucune perte d'information et qu'on est capable de reconstruire le signal d'origine
l'exactitude, en supposant qu'on fait une acquisition parfaite et une restitution parfaite. Simplement, le principe de stockage, qui devient discret, limité, on n'a qu'un nombre limité de données, de nombres, même si en fait la précision devrait être infinie, hein. L'infini est quand même là quelque part, hein. Et ce nombre limité d'échantillons permet de décrire un truc continu. Alors ça, c'est la règle fondamentale. Et en fait, c'est une chose qui est ultra importante, c'est que lorsqu'on manipule des signaux, qu'on fait de l'acquisition, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de fréquence supérieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage. Alors, on en parlera plus précisément de ça, du théorème de Shannon, etc. Mais là-dessus, je vais finir là-dessus, hein, pour la première partie. Pourquoi il faut... D'où vient cette fréquence d'échantillonnage divisée par 2, hein? Pourquoi par 2? Pourquoi pas la fréquence d'échantillonnage toute seule? Il faut bien se dire que lorsqu'on a un signal, en fait, quand on fait une analyse de Fourier, on regarde combien il y a de cette sinusoïde à telle fréquence dans ce signal-là. Et quand on les accumule, on a la courbe de réponse. Donc, le but, ici, c'est que lorsqu'on analyse ce signal, on puisse extraire cette sinusoïde-là qui nous dit quel est le contenu fréquentiel à cette fréquence-là. Or, une sinus, c'est quoi, hein? J'ai un signal S, qui est une somme infinie de sinusoïdales, de sinus, enfin de sinus, cosinus, etc., qui donne donc le signal temporel, qui n'est qu'une superposition de sinus, de toutes sortes de fréquences. Quand je veux faire la courbe de réponse, il ne faut pas oublier que je veux savoir quelle est l'amplitude à 20 kHz, quelle est la courbe de réponse à 20 kHz, c'est simplement de combien j'ai de sinusoïdes à 20 kHz dans ce signal-là. C'est de quelle est l'amplitude, quelle est la contribution de la sinus à 20 kHz dans ce signal. Et ça donne le contenu fréquentiel d'un signal. Donc, si je veux avoir une contribution à une fréquence donnée, il faut que je sache, si je prends un sinus, on s'en fout, quelle est la contribution de ça, c'est-à-dire de combien et où est-ce qu'il est situé en phase. Il y a 2 paramètres. C'est défini par 2 paramètres. J'ai 2 degrés de liberté. Donc pour définir ça, dans le domaine, dans l'analyse, il me faut au moins 2 points. C'est tout. C'est une manière de le dire. Il y a d'autres manières de le dire, mais ça, c'est celle que je trouve la plus intuitive, c'est que pour retrouver la sinusoïde à telle fréquence dans un signal, il faut 2 points parce qu'on a 2 degrés de liberté. On doit trouver la phase et l'amplitude. Donc il nous faut 2 points. Et là, on a suffisamment, on a le strict minimum, le minimum syndical pour pouvoir retrouver le truc. Si on a moins de 2 points, on n'a plus qu'un point et on a 2 degrés de liberté et on a une infinité de sinus, d'amplitude et de fréquences, enfin de phases et machin, à cet endroit-là. Et on se retrouve sous-déterminé. Et c'est pour ça qu'on a ces divisions par 2. Parce qu'il nous faut au moins 2 points pour définir la contribution lorsqu'on fait l'acquisition. Et alors, une dernière chose sur le théorème de Shannon, donc, qui dit que un signal dont on a enlevé toutes les fréquences supérieures à la fréquence d'échantillonnage sur 2 est complètement défini et il est unique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul et unique signal qui passe par les points d'acquisition et c'est celui-là, il est complètement défini. S'il y a des fréquences supérieures, on a une infinité de signaux qui peuvent passer par tous ces points. C'est tout ce que ça veut dire. Il y a quand même un détail qui est très important de penser, c'est que la fréquence d'échantillonnage sur 2 ne fait pas partie du domaine. C'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les fréquences à partir de la fréquence d'échantillonnage sur 2. C'est-à-dire que le théorème de Shannon dit que le signal doit avoir des fréquences comprises entre 0 et la fréquence d'échantillonnage sur 2 hors enlevé. Tout simplement parce que si je fais une acquisition et que je prends la fréquence d'échantillonnage sur 2, en fait j'ai une valeur constante. Si je tombe pile poil à chaque fois, j'ai une valeur constante. J'ai une valeur constante quand je passe par 0. Alors quand je passe par quelque chose de non nul, évidemment, on peut retrouver quelque chose. Mais il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Alors que si le point est légèrement avant, en fait, on a 2 points différents. Ça veut dire que lorsqu'on a f sur 2, on se trouve dans des cas où on se retrouve avec des points de même valeur. Et donc, on n'a plus qu'une seule valeur pour définir
quelque chose qui est censé défini par 2 degrés de liberté. Donc la fréquence d'échantillonnage sur 2 n'est pas incluse dans ce truc. Alors il arrive, lorsqu'on fait des calculs, on oublie ça, on inclut ce point-là, on se retrouve avec des composantes continues qui apparaissent ou qui ne sont pas aux valeurs, simplement parce que cette fréquence d'échantillonnage sur 2, c'est en fait le 0. On verra, le phénomène d'aliasing qui n'est qu'en fait une répétition de la même chose dans le spectre et qui se retrouve dans la valeur, au lieu d'être à des fréquences supérieures, en fait elles reviennent dans la fréquence de travail. Et ce qui est un gros défaut, ce qui est un gros problème. Et ici, le fs sur 2, au lieu d'aller, il se retrouve à 0. 0 qui est la valeur continue, qui est la composante continue du signal, la fréquence 0. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, il y a déjà pas mal de choses, mais à partir de cette base-là, on peut déjà commencer à comprendre pas mal de choses. Comme par exemple ce sinus x sur x, on verra que cette chose, c'est la chose qui apparaît quand on fait une réponse impulsionnelle en sortie d'un lecteur CD. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à ça, parce que c'est un idéal. C'est une courbe qui est définie à l'infini, qui dure un temps infini. Mais c'est aussi la courbe qui permet d'interpoler les échantillons pour retrouver la courbe d'origine. On verra ça après. C'est ce qu'on appelle la reconstruction en sinus x sur x. On va voir pourquoi c'est là. En fait, simplement parce que c'est un signal qui a été filtré d'une manière la plus idéale possible pour garder le maximum de fréquences jusqu'à l'extrême limite. Parce que si on commence à couper avant, on perd de la haute fréquence. On veut maximiser la zone ici, c'est avoir tout jusqu'à la dernière limite. Donc l'idéal, il faut enlever à partir de f sur 2, mais pas avant. Donc il faut des filtres ultra raides, ultra durs, mais c'est difficile à faire. Donc le filtre ultra raide, c'est l'idéal, c'est celui qui est comme ça. C'est celui qui a une réponse impulsionnelle, donc qui définit le filtre en sinus x sur x exactement. Mais dans la réalité, on ne sait pas le faire parce que c'est un idéal, c'est quelque chose à la limite. Donc voilà. Mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, mais d'une manière récurrente en traitement du signal, tout simplement parce qu'on travaille souvent avec des opérateurs idéaux, comme des filtres idéaux, des signaux rectangulaires, des signaux qui sont maintenus, etc. On verra que on le retrouvera dans le filtrage, dans la reconstruction, dans l'interpolation d'échantillons, etc. Mais il ne faut pas oublier, ce truc-là, il vient parce que dans l'autre monde, il y a quelque chose qui est carré ou rectangulaire, que ce soit en F ou en T. S'il y a un rectangle d'un côté, on a un sinus x sur x de l'autre. Et c'est pour ça que on le voit apparaître, parce que de l'autre côté, on a quelque chose d'idéal ou de maintenu, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, déjà pas mal de choses. Je pensais faire court, mais finalement, c'est pas tant que ça. On fera au prochain épisode. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais aller, mais je pense qu'on va continuer sur l'interpolation et la reconstruction des signaux. Parce qu'il y a pas mal de choses à en dire là-dessus. Et puis, on avancera petit à petit. Et on reprendra la chaîne acquisition, etc. en pratique, une fois qu'on aura abordé tous les aspects, on va dire, théoriques qui sont attachés à l'audio numérique.